à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle quotidienne de la semaine. Au sommaire de l'émission, nous parlerons cricket avec Jamie dans sa chronique C'est Sport. Puis Marie-Hélène nous présentera le métier de réserviste, ce sera dans Job et Éducation. Et pour finir, nous ferons un bond dans le temps avec Camille qui nous emmène au Fort Terrain-Bas. Ce sera dans sa chronique C'était hier. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Luc Bataillé, qui est donc chef de la cellule Cognambo en province Nord. Bonjour Monsieur Bataillé. Bonjour. Alors dans un premier temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la cellule Cognambo. Alors, la cellule Cognambo, c'est une émanation de la province Nord, c'est un organe de la province Nord, directement rattaché à l'exécutif, qui intervient sur la zone de VKP. Maintenant, VKPP, on s'étend un petit peu. D'accord. Et donc, il y a pour mission d'être la porte d'entrée pour le compte de l'exécutif sur cette zone, d'intervenir à la fois en réponse aux problématiques, aux difficultés que peut rencontrer l'usine du Nord dans sa phase d'installation et de démarrage, puisque nous sommes la cellule d'accompagnement de l'usine du Nord, mais aussi donc d'accompagner les collectivités sur la prise en compte des opportunités qui se font jour du fait de l'installation de l'usine. D'accord. Donc maintenant que l'usine est construite, en fait, le but en fait, de vous recevoir aujourd'hui, c'est on va parler un petit peu du projet de construction d'un établissement pénitentiaire dans le Nord. Oui. Où en est ce projet-là ? Alors ce projet est en excellente voie, puisque vous l'avez constaté, nous avons signé en mars dernier un protocole entre l'État et la province Nord pour la réalisation de cet établissement pénitentiaire. Quels sont les grands enjeux autour de ce sujet-là ? Il y a tout d'abord un enjeu politique qui est celui du rééquilibrage territorial et bien évidemment donc à faire en sorte que l'on ait les mêmes outils ou les mêmes chances dans le Nord que dans le Sud. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le rapport Imbert-Carretta de novembre 2012, donc, qui a été commandité par la garde des Sceaux, a mis en exergue, une fois de plus, j'allais dire, à la fois les difficultés du camp Est, la surpopulation carcérale, etc. Le fait que l'on avait également beaucoup d'originaires du Nord qui se trouvaient dans le camp Est et les difficultés pour les familles donc de venir les rencontrer et d'avoir les liens. C'est, je dirais, le deuxième enjeu au-delà du rééquilibrage territorial, c'est vraiment l'enjeu sociétal, faire en sorte de rapprocher les familles des condamnés. C'est vrai qu'en venant du Nord pour se rendre à nos villes, on le sait très bien, il y a parfois des centaines de kilomètres, et avec un système de première arrivée, premier servi en quelque sorte, pour les parloirs, etc. Et des gens qui finalement font les trajets et qui ne voient pas toujours les personnes qui sont venues rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant et donc dont il faut arriver à se débarrasser. Il y a l'enjeu, dans cet enjeu sociétal, il y a également l'enjeu, je dirais, administratif, pénitentiaire, pour faire en sorte pour l'administration que l'incarcération soit quelque chose qui se déroule mieux, d'une part, et par ailleurs que le camp Est soit finalement aussi un petit peu allégé de sa surpopulation. Il y a une visée d'insertion, donc ça c'est l'autre aspect sociétal de ce projet. Et compte tenu du choix qui a été fait d'implantation sur Koné, je dirais qu'on a un enjeu, on a un acte d'aménagement qui se fait, on en parlera sûrement tout à l'heure. Donc nous nous situons dans une zone qui est en construction et le fait d'y implanter cet outil, en connexion avec un certain nombre d'autres activités déjà présentes, on est vraiment dans un enjeu d'aménagement. D'accord, très bien. Alors, vous parliez donc de diminuer aussi la distance entre les familles et les prisonniers qui sont originaires du Nord. Donc, justement, pour quel public cette présence sera-t-elle destinée ? Est-ce que ce sera uniquement pour les gens du Nord, du coup ? Alors, majoritairement, pas spécifiquement, mais majoritairement, c'est bien ce qui a été rappelé lors de la signature du protocole. C'est bel et bien la population majoritairement ciblée. Quel public ? Des publics de courte peine ou de fin de peine. Donc, les courtes peines, c'est des peines généralement inférieures à 1 an. Pas de dangerosité avérée, puisque c'est un centre qui a vocation à être un centre ouvert, un établissement ouvert, à vocation de réinsertion, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir, dans un but de réinsertion, finalement se former, aller travailler, sortir donc, de l'établissement pénitentiaire, y revenir dans la soirée, etc. D'accord. Alors, quelle va être la capacité d'accueil de cette prison ? Pour combien de personnes ? Alors, c'est un établissement qui est conçu pour une centaine de personnes au départ. Compte tenu du choix du terrain que nous avons fait, il y a une possibilité d'extension.
en fonction évidemment des besoins de l'évolution. On se projette quand même sur un certain nombre d'années, bien entendu, de fonctionnement. Et donc, il y aura la possibilité d'étendre si besoin se faisait sentir. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle va se trouver exactement, cette prison? Alors, la prison, l'établissement va se trouver à Koné, sur un terrain provincial qui est apporté au projet. Nous avons eu l'occasion d'étudier plusieurs terrains. Il faut savoir que c'est un dossier qui a été relativement vite. 2013, la garde des Sceaux mandate donc le haut-commissaire pour commencer à opérer donc, je dirais, des contacts et à rechercher des fonciers. Il y a un cahier des charges. Le cahier des charges impose un certain nombre, je dirais, de contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait de possibilités de survol ou de surplomb. Il y a des aspects, je dirais, purement physiques, de sous-sol, etc. Tout cela nous a permis, donc, de concert, l'État et la province Nord, avec les communes, de repérer un certain nombre de terrains qui pouvaient répondre à ces contraintes. D'accord. Au final, après un certain nombre de visites, y compris avec l'administration pénitentiaire, nous avons retenu le terrain. C'est celui de Koné, 4 hectares, plus 2 hectares complémentaires. D'accord. Donc c'est un terrain qui vous a été donné, que vous avez acheté? Alors non, c'est un terrain à propriété de la province Nord. Propriété de la province Nord. Qui, dans le cadre donc, de ce protocole, est apporté au projet. De la même manière que nous allons réaliser une voie d'accès d'1 km 100 à peu près, qui sera cofinancée à 3/4 par la province Nord, 1/4 par l'État. Par contre, l'établissement pénitentiaire, lui, est financé par l'État. Et donc, le budget correspondant a déjà été, je dirais, fléché, on est assuré. C'est un projet qui représente à peu près 2,8 milliards de francs Pacifiques. En tout? Pour l'établissement lui-même. Pour l'établissement lui-même. Hors la voie d'accès. D'accord. Et donc ça, c'est l'État qui finance? C'est l'État qui le prend en charge. D'accord. Et quand est prévu, quand est-ce que ce sera prêt, en fait, cet établissement? Alors, nous sommes vraiment là, je dirais, au démarrage. Maintenant, des études de sol ont commencé pour confirmer ce que l'on savait déjà sur la nature du sol. Mais enfin, il faut faire les choses dans les règles, s'assurer qu'on n'ait pas d'amiante, etc. Donc là, on en est où pour le moment? Alors là, les résultats sont... L'étude de terrain a déjà été faite. Maintenant, on va passer en phase de programme, c'est-à-dire concrètement, comment va s'organiser ce bâtiment. Il est de plein niveau, de plein pied ou pas, les zones où vont se situer les zones de formation par rapport aux zones de nuit, etc. Donc tout ça est en train va se déterminer de manière à ce que nous puissions, dans le courant de l'année 2017, démarrer des travaux. Donc entre maintenant et 2017, il y aura donc toutes les phases d'études, il y aura de l'enquête publique, il y aura la consultation des entreprises. 2017, les travaux vont démarrer pour une livraison attendue courant 2019. 2019, d'accord. Voilà. Donc encore quelques années avant que le projet sorte de terre. Mais c'est effectivement le temps nécessaire pour ce type de projet. Dans le même temps, puisque les choses vont avancer parallèlement, nous démarrons au niveau de la province Nord, et ce sont mes collègues de la direction de l'aménagement et du foncier qui s'en chargent. Nous démarrons donc l'étude et la réalisation de la voirie, qui sera cette voie d'accès qui n'existe pas pour l'instant, et qui va nous permettre de faire un maillage pour l'avenir, donc entre une zone, celle du centre pénitentiaire, donc qui est située à plus d'1 kilomètre de tout lieu d'habitation aujourd'hui, et puis progressivement donc, lui permettre de rejoindre des lieux de connexion avec l'activité économique. Il faudra que les gens se forment, qu'ils aillent dans les entreprises, les lieux de vie, les transports, etc. D'accord. Donc là, il y a encore des analyses qui sont en cours, vous attendez encore des résultats. Comment ça se passe si on se rend compte que le terrain, en fait, il n'est pas bon? Non, on a déjà l'assurance que le terrain est excellent. Ça faisait partie des éléments que l'on avait repérés, bien entendu, pour sélectionner les terrains. Maintenant, les études de sol sont des éléments indispensables pour la construction, pour conforter ce qu'on savait, mais techniquement pour situer les fondations, etc., savoir à quelle profondeur on les met, s'il faut des pieux, pas des pieux, voilà, ça sert à ça. D'accord, très bien. Monsieur Bataillé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était très volontiers, merci. Quant à nous, on rejoint Falaï pour l'agenda du pays. Et Falaï est avec nous pour l'agenda du pays. Bonjour Falaï. Salut Chloé, bonjour à tous. Alors on commence sans plus tarder à Vaud avec une info utile. Oui, avec une permanence juridique qui sera assurée dans la commune de Vaud le 28 avril, plus précisément au centre d'accueil des femmes en difficulté, de 8h à midi. Et j'ajoute que vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous pour vous y rendre. Ah, c'est bien ça. Alors est-ce que tu aurais un numéro éventuellement pour celles et ceux qui seraient intéressés? Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, il faut appeler au 86 05 92. Très bien. Et on part désormais dans l'extrême nord du côté de Pueblo avec le Grand Marché.
marché. Tout à fait, avec plus exactement le grand marché qui est organisé par le comité marché Man-Mérip qui sera spécialement dédié à la composition florale. D'accord, et quand est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se déroulera le vendredi 15 mai de 7h du matin à 16h. D'accord, très bien. Ben voilà une belle façon de découvrir le Nord dans une ambiance agréable et chaleureuse. Sinon, si on veut avoir des renseignements, est-ce que tu as des contacts à nous Oui, communiquer? tout à fait. Alors, un contact pour celles et ceux qui désirent plus d'informations, vous pouvez appeler le 47 64 38. Et voilà, c'est ce numéro. D'accord. Et tu vas nous parler maintenant de concours en province Nord. Oui, alors la province Nord qui a lancé depuis le 23 mars et ce jusqu'au 23 juin un concours sur le thème de l'eau destiné à la Journée mondiale de l'eau. D'accord, alors dis-nous en plus sur les conditions de participation, s'il te plaît. Alors ça dépend de comment vous voulez y participer. Si c'est de manière individuelle, il faut habiter en Nouvelle-Calédonie. En revanche, si vous voulez y participer en tant qu'étudiant, il faut résider en province Nord. Alors par la suite, vous aurez un formulaire à remplir et enfin les dessins quant à eux seront à remettre avant le mardi 23 juin à 16h à la direction de l'aménagement et du foncier. D'accord, à l'hôtel de la province Nord donc. Voilà. Ou sinon, vous pouvez les envoyer par la poste à l'adresse suivante. Donc, ça va s'afficher DAF-SAGE, concours de dessin GME, BP 41 98 860, Coné. Si vous voulez le règlement ainsi que les formulaires, ils sont disponibles sur le site de la province Nord, www.province-nord.nc. Et vous avez aussi ce numéro, le 47 72 00, qui est le numéro du service de l'aménagement et de la gestion de l'eau de la province Nord que vous pouvez contacter. D'accord, très bien, c'est noté. Donc on enchaîne avec le deuxième concours qui est lancé, lui, par l'Office du tourisme de la province Nord. C'est ça, il s'agit du concours vidéo qui s'intitule L'Esprit du Nord, qui est ouvert jusqu'au 30 avril. Donc il vous reste 4 jours pour y participer. On rappelle l'objectif, vous avez 90 secondes pour vous exprimer. Votre vidéo devra être diffusée sur YouTube et vous devrez par la suite envoyer le lien de la vidéo grâce à un formulaire sur le site de l'Office du tourisme de la province Nord. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors, il y aura 3 prix attribués. Le premier prix, c'est le meilleur youtubeur qui sera attribué à celui qui aura récolté le plus de j'aime sur YouTube. Ensuite, le deuxième et troisième prix seront quant à eux décernés par un jury. D'accord, donc en gros, on fait une vidéo de soi qui parle un peu de la province Nord et de ses bons côtés. L'Esprit du Nord, le thème, tu m'as dit, c'est ça? Voilà. D'accord, très bien. Alors, rendez-vous sur le site internet de la province Nord pour plus d'informations. Et donc, on enchaîne sans plus tarder pour une expo, cette fois-ci du côté de Nouméa. Oui, avec l'exposition collective Dessin que l'on peut voir au Centre d'art à Nouméa. Et vous avez jusqu'à jeudi pour aller visiter cette exposition. Alors l'objectif est de faire découvrir au public les dessins, les idées qui animent les artistes dans la réalisation de leurs œuvres. Et donc pour cette expo, ce sont plusieurs artistes locaux qui ont accepté de se prêter au jeu en dévoilant leurs croquis préparatoires, carnet de bord, autrement dit leurs travaux de recherche. Oh, c'est intéressant ça, de pouvoir montrer les artistes. C'est aussi l'occasion de voir comment ça se passe avant une exposition, voir tout leur travail qui est fait en amont. Exactement. Et c'est à quelle heure exactement? Alors c'est de 9h à 17h de mardi, donc demain, et ce jusqu'à jeudi. Et l'expo ouvre aussi 1 heure avant chaque spectacle au Centre d'art. D'accord, 9h-17h, jour d'ouverture mardi à jeudi, on l'a dit, et 1 heure avant chaque spectacle, c'est noté. On continue donc? Pour finir, je vais vous parler sport avec l'événement Le Sport Samedi qui aura lieu ce mercredi 29 avril à la place des Cocotiers à Nouméa. D'accord, et ça se déroule donc de 13h à 17h30. Voilà, et au programme des activités sportives originales comme de l'escalade et d'autres encore, ainsi que de la danse urbaine. Et si vous voulez en savoir plus, il faut appeler Nouméa Centre-Ville au 28 02 07. Très bien, voilà qui clôture notre agenda du jour. On se retrouve demain, même heure, pour un nouvel agenda. Merci beaucoup Falaï. Au plaisir Chloé, merci à tous, salut. Et nous on retrouve Jamie pour ses sports.
Bonjour Jamie, alors aujourd'hui on va s'intéresser à un homme bien connu du monde sportif et qui œuvre beaucoup pour le développement du cricket en Nouvelle-Calédonie. C'est ça, bonjour Chloé et bonjour à tous. Steven Selefen, l'ambassadeur du cricket en Nouvelle-Calédonie. Son aire de jeu préféré, c'est le terrain, mais pas que le terrain de cricket, puisque Steven Selefen ne refuse aucune invitation, surtout lorsqu'il s'agit de faire découvrir aux étudiants et aux adultes les vertus du cricket, et cela en deux versions, Chloé, la version cricket traditionnelle puis la version cricket internationale. Alors un petit rappel sur les deux pratiques. Allez, c'est parti. Donc le cricket international, c'est la pratique que l'on voit durant les Jeux du Pacifique, avec un équipement assez spécial et une frappe, puis un lancer, je dirais, plus académique. Et puis après, le traditionnel, c'est la version qui est pratiquée, la plus pratiquée et très prisée plutôt des Calédoniens lors des rencontres qui se déroulent le plus souvent sur le terrain de Hindu. Une pratique propre à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que le cricket traditionnel, comme on en pratique ici en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on ne pourra la trouver nulle part ailleurs qu'ici en Nouvelle-Calédonie. D'accord, voilà. Donc du coup, les pratiquants n'ont aucune possibilité de pouvoir faire des rencontres internationales sur le cricket traditionnel. Voilà, aucune possibilité, Chloé, de participer à des compétitions internationales version cricket traditionnelle, mais par contre en version internationale, j'espère que vous arrivez à faire la différence. Oui. Comme son nom l'indique, les joueurs donc, du pays ont la possibilité de se mesurer aux autres nations de la région et notamment face aux Fidjiens. Il faut savoir que Fidji, c'est l'une des nations, l'une des meilleures nations du Pacifique. Je vous propose tout de suite un extrait de reportage où la sélection calédonienne de cricket international s'entraîner. Voilà, c'était des entraînements qui étaient chapeautés par un certain Steven Selefen. Oui, Piston, joli, allez. Le bowling, bien sûr, ça vient des termes en anglais, donc c'est le lancer. Le fielding, c'est tout ce qui est technique de ramassage et de relance de balle. Et le batting, donc tout ce qui concerne la frappe de la balle avec la batte. Oui. Reviens. Allez, va chercher, allez. D'accord, donc ça, c'était l'an dernier. Et depuis, quelle est l'actualité de la sélection? Alors, ils ont commencé la préparation qui se résume pour l'instant à du renforcement musculaire, bien que le championnat de cricket international du pays n'ait pas encore commencé, sachant qu'ici, on a recensé, il y a deux équipes de cricket international. Donc, les joueurs, par contre, ils ont déjà commencé la compétition dans le cricket traditionnel. Donc, un rappel du cricket traditionnel. Je vous propose de regarder cet extrait. La diffusion a eu lieu l'an dernier. C'était durant un tournoi de masse, toujours avec Steven Selefen. Le déroulement d'un match va donc opposer deux équipes qui vont donc s'opposer à tour de rôle à la battée. Donc lorsqu'une équipe sera à la battée, on dit qu'elle est en défense puisqu'elle va défendre le guichet, les trois piquets. Et donc l'équipe qui est à l'attaque, c'est l'équipe qu'on appelle au service, qui elle a la responsabilité d'éliminer les batteurs, justement en essayant de toucher la base. D'accord, donc là on vient de voir deux versions du cricket. Est-ce que les joueurs arrivent à s'adapter rapidement? Alors Chloé, les acquis et l'expérience emmagasinée, je dirais, au cricket traditionnel font que les joueurs n'aient aucune difficulté à pratiquer du beau cricket international. Il faut le dire les choses comme elles sont. Ici en Nouvelle-Calédonie, nos joueurs pratiquent du beau cricket international. Voilà, comme ça c'est dit, avec une bonne frappe et surtout une bonne technicité au lancer. Preuve que l'international et le traditionnel sont deux disciplines différentes techniquement mais similaires au niveau des règles du jeu et surtout dans la pratique. C'est indéniable, il faut dire que le cricket international du pays,
C'est vrai que c'est une jeune discipline, mais il y a un avenir prometteur dans le cricket international. Donc, développer les deux disciplines, c'est le quotidien de Steven Selefen. En effet, Chloé, Steven Selefen qui est sollicité partout. Donc, Steven qui veut attirer, je dirais, plus de pratiquants, plus de licenciés. Donc, pour cela, il se déplace un peu partout sur les quatre coins du territoire pour transmettre la passion qu'il a pour le cricket. Tout de suite, sans plus tarder, direction Koné à la rencontre de l'ambassadeur du cricket calédonien. Alors aujourd'hui, on a fait un petit module de cricket, animé un module de cricket au sein de la formation BPGEPS. Donc une formation qui regroupe une quinzaine de futurs éducateurs sportifs. Et on devait leur proposer sur 2 jours un module cricket. Et c'est ce qu'on a fait depuis hier. Aujourd'hui, on leur a proposé des petits jeux pour leur permettre à leur tour, s'ils le désiraient, de pouvoir proposer l'animation cricket dans le contexte où ils seront amenés à évoluer. C'est une passion, c'est un sport que je pratique depuis mon plus jeune âge, mais ce qui me plaît, c'est de voir un peu les gens quand on leur montre, on leur fait découvrir un peu des faces un peu qu'ils ignorent de notre sport. On voit qu'ils se donnent à 100%, quoi, puis qu'ils y prennent plaisir. Puis je ne vais pas dire qu'il y a un meilleur sport que d'autres. Il y a des sports qui sont meilleurs que d'autres, mais voilà, chaque sport a son côté fun, où tu prends plaisir. Et voilà, quand on est comme ça, quand on arrive à bien transmettre, puis on voit que les gens ils se donnent à fond, ils jouent à 100%, des fois même ils se disputent pour gagner, on voit que voilà, on a réussi à transmettre un peu de ce que nous on aime dans ce sport, quoi. Ok, on va poursuivre avec un petit jeu. Donc c'est un petit jeu sympa pour faire jouer les enfants, ça s'appelle Cricket TGV. Donc le principe, c'est toujours 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre, l'une qui est ramasseuse, l'une qui est batteuse. Donc l'équipe qui est batteuse, le principe, c'est qu'ils envoient un batteur et le reste de son équipe forme déjà un TGV derrière la ligne blanche là-bas. Là. Quand le batteur il aura frappé la balle, il va se mettre à la tête du TGV et ils devront faire le trajet et franchir la ligne d'arrivée là-bas. Le nombre de wagons qui aura franchi la ligne d'arrivée correspondra au nombre de points marqués par l'équipe. Pendant ce temps, l'équipe adverse essaie de limiter en renvoyant la balle sur le guichet. Eux, une fois qu'ils ont attrapé la balle, ils se font la passe, ils se mettent les uns derrière les autres et ils se font la passe et c'est le dernier de la file indienne qui vient stopper le TGV. Ils sont trop forts les rouges. Non, parce qu'ils jouent en deuxième, c'est normal. En situation, il n'y a pas un qui est en train d'attendre. Parce que c'est vrai que le cricket en lui-même, c'est un sport où souvent les batteurs en attente, ils sont passifs, quoi. Hein. Mais voilà, il y a des jeux intermédiaires qui permettent de pallier à ce rythme, à casser ce rythme. Notamment, vous avez vu le jeu Cricket TGV, aussi bien ceux qui ramassent que ceux qui courent, qui battent, on est toujours en train de bouger, puis voilà, ce sont des bons petits jeux à mettre en place avec un public en forme. On essaie de tout regrouper les petits jeux qu'on a fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, puis on termine par un petit match carrément. On change de lanceur. Ça fait déjà 4 séries, plus que 3 séries à jouer. Oui, on favorise les petits matchs parce que quand on est avec les enfants ou les jeunes, c'est toujours ce qui marche le mieux. Et puis, c'est une manière un peu plus ludique de découvrir le cricket, on va dire. Par-dessus là-haut.
que faire là, ici, ça va aller dans tous les sens, mais essayer de contrôler vers le par en haut. Enfin, sans prétention, je dirais que j'ai un peu d'expérience par rapport à ces années derrière moi. Et puis ben voilà, je suis là pour essayer de retransmettre ma passion et voilà pour ce sport, quoi. C'est vrai que quand je regarde en arrière, le niveau des matchs a évolué. Les joueurs, les matchs maintenant sont plus, c'est plus technique, ça va beaucoup plus vite. Le rythme a été quand même s'est accéléré, et notamment avec des équipes, des grandes équipes qui évoluent maintenant. Mais c'est vrai que bon, la Ligue de cricket a perdu beaucoup de licenciés aussi. Mais voilà, on a quand même un vivier, c'est surtout, on va dire, ceux de la province des îles et ceux qui sont sur Nouméa où on compte le plus grand nombre de licenciés. Mais c'est un sport qui plaît et voilà, il y a des fluctuations, on va dire. Il y a des années où, comme la plupart de ceux qui pratiquent ce sport sont ceux du milieu mélanésien, il est très, très influencé par le rythme de vie aussi de la société mélanésienne, notamment le rythme des mariages. Quand il y a beaucoup de mariages, souvent, ben voilà, le cricket, des fois, les matchs de cricket, ils en pâtissent un peu. Mais voilà, tout ça, c'est lié. Et puis après, voilà, quand les périodes redeviennent un peu plus normales, ça y est, les gens reviennent au cricket et refont leur licence. Ok, les gagnants. Donc, on a joué un match en 7 séries. L'équipe qui a tapé en premier, c'était les Bleus. Donc, ils ont utilisé toutes leurs 7 séries et ont marqué 39 points. Après, par contre, chez l'équipe des Rouges, en 7 séries, ils ont marqué 52 points. Il faut aimer déjà être en équipe, parce que c'est un sport d'équipe. Il faut avoir beaucoup la concentration aussi, notamment quand on est un batteur. Surtout quand on descend pour taper des balles rapides, il faut être concentré, agile. Et puis avoir aussi, pas vraiment de la force, mais vraiment aussi, c'est une question de timing des fois. Quand tu es batteur, ce n'est pas forcément le plus costaud qui va frapper le plus loin, mais c'est celui qui frappe la balle au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut avoir le coup d'œil sur la balle et en ce sens, voilà, je dirais, ben voilà, faut avoir un bon timing. Faut être assez endurant parce qu'un match de cricket, ça dure quand même en moyenne 4 à 5 heures. Donc voilà, faut aimer aussi être sous le soleil parce que ça tape souvent sous le soleil. Et puis, ben voilà, des fois dans les courses, il faut aussi pouvoir courir rapidement, mais c'est souvent un sport où tout se passe aussi dans le mental, hein. Il faut avoir un mental, des stratégies, voilà, faut anticiper son action déjà dans la tête et puis après pouvoir la reproduire sur le terrain. D'accord, donc la saison de cricket a bien repris. Est-ce qu'il y a eu des petits changements par rapport au championnat l'année dernière? Là, il y a une petite nouveauté cette année, Chloé, une bonne nouvelle, je dirais, pour le cricket calédonien, c'est l'apparition d'une nouvelle équipe féminine de cricket, bien entendu, sur Wailou, sur la côte Est. Donc, c'est un projet qui a été mené par la Ligue et par un certain Steven Selefen. Donc, il a le dossier, je dis plutôt, pardon, c'est pas Steven qui a été retenu, mais c'est le dossier. Le dossier a été retenu par le CTOS qui s'est engagé pour financer cette opération relance du cricket sur la côte Est. Donc voilà, ça c'est un projet qui a été monté par Steven Selefen. L'objectif, c'est comme son nom l'indique, c'est de relancer la discipline sur la côte Est parce qu'au cricket, il faut savoir qu'il y a un gros déséquilibre au niveau de la pratique. Comme d'habitude, il est très pratiqué dans le sud, un peu dans le nord, mais dans le nord, c'est plus sur la côte ouest. Voilà, et puis bon, très largement pratiqué voilà, sur les îles, sachant que pour la petite historique, le cricket, voilà, à l'origine, quand il est arrivé, c'était un cricket international. Et dans les tribus, il était pratiqué par les missionnaires et donc nos grands-parents. Quand ils regardaient les missionnaires jouer au cricket, ils se sont appropriés un peu le cricket version traditionnelle, voilà, comme son nom l'indique. Mais
Mais voilà, ils ont fait une autre, on va dire une autre version, entre guillemets. Ils ont toujours gardé les mots qui étaient utilisés comme paya pour désigner l'umpire, c'est-à-dire l'arbitre, l'homme de droit. Tu sais, quand on joue au cricket, on entend toujours paya, donc ça c'est pour désigner l'homme de droit. Puis après, tu as le wicket pour les wickets, c'est-à-dire les piquets. Et puis le batch à la langue, on parle comme ça. Ben, c'est pour la batte. Donc voilà, c'est pour dire qu'on parle de cricket traditionnel, mais voilà, ils ont gardé quand même les termes techniques. Vient du cricket international. Donc là, on fait le sens inverse. On part du traditionnel, on veut intégrer le cricket international justement pour donner la possibilité aux pratiquants, aux jeunes du pays qui pratiquent du cricket, de pouvoir s'exporter, de pouvoir faire comme les autres disciplines, sortir et puis se confronter au meilleur niveau, Fidjiens, Australiens, puis les Indiens, pourquoi pas, sachant que ce sont les champions du monde de la discipline. Donc voilà, Chloé. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jamie. Merci, Chloé, et puis merci à tous. Et nous, on rejoint Marie-Hélène, Job Éducation, c'est tout de suite. Alors, on revient sur la journée nationale du réserviste, organisée une fois par an. Pendant cette journée un petit peu particulière, les armées informent les jeunes sur la fonction de réserviste et recrutent aussi par la même occasion. Pourquoi cette fonction existe-t-elle? Qu'est-ce qui inciterait un jeune Calédonien à devenir réserviste? On en parle tout de suite avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Chloé et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on a déjà entendu, mais on ne sait pas forcément en fait à quoi ça correspond. Donc c'est vrai que le réserviste, si tu veux, et plus précisément le réserviste opérationnel, en fait, c'est quelqu'un qui est présent donc, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, au sein donc, de la marine et également au niveau donc, de la gendarmerie et même au sein donc, du service de santé des armées. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui est présent dans pas mal de secteurs et donc il faut savoir aussi que ce système de réserve en fait a toujours existé. Bon, c'est vrai que les besoins se sont un petit peu amplifiés depuis que le service militaire a disparu et que l'armée donc s'est professionnalisée. D'accord, donc un réserviste, c'est un militaire. Exactement Chloé, c'est donc un militaire mais à temps partiel. Pourquoi à temps partiel? Parce que effectivement, ce réserviste, il a un pied dans l'armée et puis un pied dans la vie civile. D'accord, donc il y a donc deux manières d'être militaire. Soit on est militaire de carrière, donc c'est son métier, soit on entre dans la réserve et à ce moment-là on exerce un autre métier à côté. Exactement, et on ne portera du coup l'uniforme que dans les moments où on est donc de réserve. On ne le porte pas tout le temps. Et puis si tu veux, si toutefois un réserviste est donc étudiant, il poursuit ses études, et voilà, il pourra toujours continuer à le faire sans aucun problème puisqu'on n'est pas tout le temps présent dans les armées. C'est sûr. Alors tout à l'heure tu disais réserviste opérationnel, pourquoi? Alors justement, opérationnel, un terme très important parce que justement il doit être capable de, si tu veux, remplacer au pied levé un militaire professionnel, un militaire de carrière. Donc comme le disent si bien tous les différents responsables qui sont chargés donc de recruter des réservistes, d'un côté ils allègent aussi le travail des actifs, qui sont ces fameux militaires de carrière, ces militaires professionnels, qui eux portent l'uniforme tous les jours, et puis ils viennent justement renforcer aussi les équipes lorsqu'il y a une surcharge d'activité, lorsque la demande est plus forte. D'accord, très bien. Et à quel moment est-ce qu'on doit être disponible à ce moment-là? Alors si tu veux, avec l'accord si tu veux de l'armée, le réserviste il va être disponible un certain nombre, si tu veux, de jours dans l'année. Ça diffère selon les armées, mais voilà, c'est d'un commun accord qu'ils s'accordent, on va dire. Et puis ensuite, il sera convoqué qu'en cas de besoin, si tu veux. Ça, c'est certain, à un moment donné précis. D'accord. Et qu'est-ce qui inciterait un jeune Calédonien à devenir un réserviste, justement? Il va apprendre, si tu veux, la notion du service. Il va aussi découvrir ce que c'est que d'être utile pour le plus grand nombre. Je vais y arriver. Et puis, il va également participer, en quelque sorte, à la vie collective du pays, Chloé. Donc, ce sont quand même des tâches, des missions qui sont gratifiantes. Et puis, avec les années, il aura même la possibilité, si tu veux, de monter en grade et puis de transmettre aussi, pourquoi pas, son savoir-faire. D'accord, donc on peut aussi évoluer comme dans toute carrière. Oui, exactement. On peut effectivement, voilà, comme je te le disais, monter en grade. On peut s'occuper aussi de l'encadrement, si on le souhaite, et si surtout on s'est engagé sur plusieurs années, donc en tant que réserviste, c'est une possibilité qui est offerte. Bien évidemment, tu te doutes bien que décrocher un poste de sous-officier ou d'officier, il faudra donc le gagner en passant justement et en réussissant certains examens. Donc voilà.
Ok, d'accord. Et on peut faire une double carrière alors? C'est-à-dire qu'on est dans le civil avec donc le métier qu'on a à côté et puis une carrière dans l'armée en tant que réserviste. Eh bien oui. D'accord. Et donc au niveau de la disponibilité, ça se passe comment avec l'employeur? Il y a des accords qui Alors justement, il n'y a pas d'accord en fait, puisque du côté donc du code calédonien, du code du travail calédonien, hein, le statut de réserviste n'est pas du tout reconnu. Donc en fait, c'est d'un commun accord avec son employeur qu'on va justement pouvoir se libérer pour... au cas par cas, quoi. Oui, on peut dire ça, c'est au cas par cas, c'est négocier avec son employeur pour pouvoir être disponible. D'accord. Étant donné qu'on peut être réserviste dans l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine et même dans la gendarmerie, tu nous disais, est-ce que tous ces corps ont été représentés lors de la journée nationale de réservistes? Eh bien justement, alors durant cette journée, en fait, ce sont donc les forces armées de Nouvelle-Calédonie qui sont donc représentées. Il s'agit donc de l'armée de terre, de l'armée de l'air et puis donc de la marine. Mais écoute, moi je te propose qu'on s'y rende, puisque Aurélie Chiron y était pour nous. Elle est allée en fait à l'une des journées organisées du côté de Wailou. Comme ça, on va découvrir tout de suite ce que les jeunes ont pu apprendre et découvrir. On regarde. Et après, c'est à lui de gérer en fonction de l'activité qu'il fait, de l'appétit qu'il a. Soit il décide de tout manger, soit de répartir. C'est prévu pour une journée. La journée nationale de la réserve a lieu tous les ans. Cette année, nous avons souhaité multiplier les occasions de rencontres avec les réservistes. Et c'est pour ça que nous sommes présents ici à Wailou aujourd'hui. La réserve, c'est une composante à part entière de l'outil de défense et qui est en complément de l'armée d'active. Certains choisissent de faire une carrière militaire. Ils sont militaires tous les jours de l'année, je dirais. Le réserviste, lui, pourra associer une carrière civile et une carrière militaire. C'est-à-dire qu'il exercera une profession dans le milieu civil, quel que soit le secteur. Et parce qu'il est lié par un contrat avec nous, il viendra participer à hauteur de 30 jours par an à certaines de nos activités. Ces réservistes, on en a besoin pour remplir l'ensemble de nos missions. Donc encore une fois, c'est une composante à part entière de l'outil de défense. Je travaille donc 30 jours dans l'année maximum en accord avec mon employeur. Et donc je viens renforcer les équipes du sauvetage en mer au MRCC à la Pointe de l'Artillerie. Je suis de quart en fait 24 heures et donc on réceptionne les appels, les besoins des personnels qui sont en détresse ou qui ont un souci et qui sont sur l'eau quoi en fait. On va présenter c'est quoi la réserve, qu'est-ce qu'on fait, combien de temps ça dure. Faut savoir qu'on est rémunéré, hein. C'est pas une perte de temps, ça ouvre l'esprit. C'est comme un premier job mais ça dure 30 jours. Et on peut faire pratiquement n'importe quel métier, quoi. Aussi bien dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, la gendarmerie. Et si ça ne me plaît pas, on ne va pas vous en vouloir. Au moins, vous aurez essayé. Vous arrêtez, ok, merci, c'est gentil à vous d'être venu. Moi, je suis anciennement militaire dans la marine, j'ai fait 18 ans. Et donc c'était un choix personnel de ne pas couper le lien au bout de 18 ans. Et donc après, voilà, il suffit que mon employeur soit d'accord pour me laisser partir 30 jours maximum et après ça se passe bien, quoi. Donc la disponibilité, si par exemple on m'appelle, on me dit voilà le mois prochain on a besoin de toi pendant 2 jours, je peux refuser. Si mon employeur lui dit non, moi j'ai besoin de toi, je ne peux pas te lâcher là, mais le mois prochain, le mois qui suit, ok d'accord. Donc là je les appelle et je leur dis excusez-moi je ne peux pas être dispo là, mais le mois prochain, oui j'ai quartier libre, je peux être disponible tout le mois. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête aussi, hein. La mobilité, la disponibilité. Et puis après, c'est 30 jours dans l'année. Alors est-ce que ça va me plaire ou pas? C'est au fil des jours que je vais découvrir si oui ou non c'est intéressant, si ça me plaît, si les contraintes, si ça va, si c'est pas trop dur, etc. À la fin des 30 jours, donc à la fin de l'année, si je veux l'année prochaine continuer, je leur dis moi ça m'intéresse encore. Je suis encore volontaire. Et puis c'est reparti. Voilà. Par contre, si ça ne me plaît pas au bout de 3 jours que j'aurai fait, je peux leur dire non, je suis désolée, c'est pas pour moi, la discipline, la rigueur, c'est trop dur de me lever le matin, c'est pas pour moi. Voilà.
Et donc vous avez un large choix de postes à occuper. Secrétaire, mécanicien, électricien, c'est selon les besoins de l'armée. On va vous dire, ben nous l'armée de terre, on a besoin des gens qui savent conduire les véhicules blindés par exemple, qui ont un permis déjà. Ben, si moi j'ai le permis, c'est bon, je suis volontaire, ça m'intéresse. On va vous envoyer, évidemment on va vous former avant. Conduire un véhicule blindé, ça ne se conduit pas comme une de chevaux, quoi, hein. Donc voilà, vous allez être formés dans tous les cas. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire, oh là là, ils vont m'envoyer où, je ne sais pas faire, je ne connais pas, je vais être toute seule, non. Dans tous les cas, vous avez une petite formation. Ces réservistes sont des exemples concrets de ce qu'est la réserve. Puisque j'en ai un qui est géomètre, l'autre travaille au PT, l'autre travaille dans les mines. Voilà. Et donc pour les jeunes, c'est l'exemple vivant, voilà, de la réserve opérationnelle. Mais c'est bon à savoir, hein. Au contraire, j'ai 17 ans, je ne sais pas quoi faire après mon bac. Ben... Tiens, je vais faire ça. Et ça permet entre-temps, c'est que 30 jours dans l'année, mais le reste du temps, ben, je peux continuer à faire mes formations dans le civil. Tiens, j'ai vu ça qui m'intéresse à la Mige, voilà. J'ai toujours voulu rentrer à l'armée, faire une carrière militaire, mais j'ai préféré faire mes études. Donc je voulais quand même ressortir avec des diplômes, et c'était une alternative justement à l'actif, et ça m'a plu tout de suite. Et d'avoir la possibilité d'avoir un travail et de pouvoir faire une passion qui est l'armée, ben, du coup je suis restée, et ça fait 7 ans maintenant. Bonjour. Donc bonjour, je suis le caporal Didier. Je suis géomètre dans l'actif et ça fait 7 ans que je suis dans la réserve opérationnelle qui est basée sur Ploum. Un réserviste qui viendrait, qui nous rejoindrait, découvrirait tout d'abord le milieu militaire avec ses règles, avec ses activités, avec la cohésion, avec les règles de savoir-vivre. Voilà, il découvrirait ce cadre. Et la réserve, après, peut lui permettre, s'il va au-delà, enfin s'il va plus loin, de concrétiser ce volontariat par un engagement, où là, il deviendrait militaire à part entière. Donc, pour ceux qui consomment du cannabis, donc c'est même pas la peine, parce que le premier jour, il y a des tests anti-drogue. Enfin, je préfère vous le dire, parce que on n'est pas de surprise. Okay. Une aptitude physique, un casier judiciaire vierge. Okay. Ensuite, une fois que vous avez répondu à ces 4 petites règles, vous faites ce qu'on appelle une lettre de motivation. Globalement, la réserve en Nouvelle-Calédonie marche bien, marche même très bien. Aujourd'hui, sur les 500 postes environ ouverts à la réserve opérationnelle, plus de la moitié sont honorés, puisqu'on est aujourd'hui à hauteur de 73% de postes honorés. Au début, ils ne connaissaient rien à l'armée. On a fait la JDC. Ne pas avoir été condamné sur la perte de droits civiques. Et on ne fait pas la différence. Quand on se déplace, on porte avec nous l'alimentation, des fois les munitions, les affaires de rechange, hein, le linge courant, le repas. On ne va pas demander à un réserviste du jour au lendemain de faire 15 km avec un sac à dos. Hein, les conditions, tu les as sur un panneau. Là. Je ne sais plus où est-ce qu'il est le panneau. C'est en allant au contact des jeunes, comme on l'est aujourd'hui dans cet établissement, que l'on pourra mieux les informer sur ce qu'est la réserve et leur faire comprendre qu'une carrière civile est compatible avec une carrière militaire. Voilà l'objectif prioritaire. Maintenant, aujourd'hui, je suis accompagné avec des représentants de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, qui eux sont spécialistes du recrutement et qui peuvent, dès à présent, si l'un des jeunes est autorisé, prendre des contacts, échanger des adresses, des numéros de téléphone, de manière à concrétiser si c'est leur envie de nous rejoindre au titre d'un engagement. Donc la réserve est un bon palier, une bonne première marche, je dirais, pour accéder à une carrière militaire. Nous entrerons dans la carrière. Quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
Voilà, donc découvrir le fonctionnement des armées, ça a toujours attiré les jeunes. Hein. C'est peut-être dû à ces petites parts de mystère qui entourent les missions. Ouais. Et puis les activités des militaires, depuis tout petit, hein, on joue aux soldats, à la guerre. Ouais, surtout les petits garçons, Ouais. c'est sûr. Après, c'est vrai que bon, grâce à ces journées-là, voilà, le jeune, il a l'opportunité aussi, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur un secteur qui, voilà, hein, n'est pas toujours, enfin, semble en tout cas pas très accessible. Ouais. Et puis, il faut savoir que le recrutement, il se fait quand même dès le plus jeune âge, hein, dès 17 ans. D'accord, alors quelles sortes de missions justement sont confiées aux réservistes opérationnels? Alors, pour l'armée de terre, hein, il faut savoir qu'un réserviste opérationnel, il va être réquisitionné pour des missions donc, de protection ou de défense du territoire, mais également pour des missions humanitaires. On l'a vu dans le cadre justement du Vanuatu, pour venir en secours aux populations suite au cyclone Pam. D'accord, et du côté de la marine, comment ça se passe? Alors, du côté de la marine, Chloé, on peut participer à des missions, par exemple, de gardiennage de bateaux à l'occasion donc, des vacances scolaires, mais on peut aussi également être encadrant et puis donc voilà, s'occuper de la fameuse initiation à la vie militaire que suivent les jeunes volontaires. D'accord, et puis dans l'armée de l'air? Alors dans l'armée de l'air, effectivement, différentes choses sont proposées. Par exemple, au niveau du commandement, hein, voilà, on pourra en tout cas assurer des missions de secrétariat ou bien de communication. Au niveau technique, hein, ça sera plutôt des interventions dans le cadre de la maintenance ou de la logistique. Et puis, en ce qui concerne le fonctionnement, si tu veux, quotidien de la base aérienne, le réserviste, en fait, il va pouvoir aider en fait au chargement, au déchargement, lors des transits aériens. Et puis, il va également pouvoir intervenir dans le cadre de la sécurité, soit incendie, ou protéger tout simplement le site, en fait. Hein. On parle de protection défense. D'accord, en effet. Donc, je comprends mieux pourquoi on parle de réserviste opérationnel. Il faut être opérationnel, c'est sûr. Alors, pour le jeune qui est sans expérience, comment ça se passe? Il a une formation qui lui est réservée? Alors, justement, le jeune, il va commencer d'abord par suivre cette fameuse initiation donc, à la vie militaire. Sa durée, elle varie, en fait, hein, selon les armées. Hein. Et puis, ensuite, si tu veux, s'il décide de s'engager hein, dans la réserve, il va signer donc un contrat. Cette durée aussi, elle est variable selon donc l'armée hein, qu'il aura choisi. Et puis ensuite, eh ben voilà, hein, pour tous ceux qui veulent d'autres renseignements, moi je pense que le mieux, c'est de diriger nos chers jeunes vers le centre de recrutement. Exactement, à la source, au centre de recrutement donc des forces armées. Hein, le téléphone étant le suivant, Chloé, hein, le 29 29 46. Et puis voilà, ils auront tous les renseignements nécessaires. Et puis du côté de la gendarmerie, il faut savoir que effectivement, on peut également, donc, bien évidemment, être réserviste. Hein, et dans ce cas-là, on va participer à une préparation militaire donc propre à la gendarmerie. Et donc, figure-toi qu'il y a un recrutement qui est prévu bientôt, voilà, au mois d'août. Donc, ça sera l'occasion pour les jeunes qui sont intéressés de se renseigner, hein, donc à la cellule réserve, au numéro suivant, le 29 51 62. Et est-ce que les jeunes diplômés sont aussi concernés par la réserve? Alors oui, qu'on soit titulaire d'un bac plus 2, d'un bac plus 3 ou d'un bac plus 4, on peut bien évidemment se faire connaître et être recruté. Hein, et puis en plus de ça, on pourra faire carrière, comme on disait. Tout est possible au sein donc, de la réserve. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire partie directement de l'encadrement hein, et puis voilà, devenir cadre et avoir un grade de sous-officier ou d'officier. Alors justement, est-ce qu'il y a des Calédoniens réservistes au niveau de l'encadrement? Oui, il y en a, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a un qui s'occupe donc de l'encadrement, qui est même capitaine hein, de la compagnie en fait de réserve du RIMAP. Donc, il y en a un qui a un poste donc de commandement. Et puis, il faut savoir qu'ils sont assez recherchés, en fait, hein, puisqu'on sait qu'ils ont toujours un contact un petit peu particulier, en tout cas, avec nos jeunes. Voilà, voir, en tout cas, un Calédonien dans cette perspective-là et ayant fait cette carrière-là, c'est toujours intéressant pour les jeunes d'ici. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour toutes ces informations. Avec plaisir, Chloé. Au revoir. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça m'a creusé toutes ces opérations militaires. On va passer au fin bon, c'est tout de suite. Pour notre fin bon, aujourd'hui, je vous propose du poisson, et pas n'importe quel poisson, un poisson très apprécié des Calédoniens, le bec de canne. C'est Émeric Catelin qui nous propose sa recette du filet de bec de canne avec plein d'autres bons produits de chez nous. On regarde. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette à base de filet de bec de canne. On aura avec ceci un nem de patates douces à la coriandre et au gingembre et squash confit à la vanille avec chouchine
cru et lait de coco. Donc aujourd'hui, j'aurai besoin comme ingrédient le filet de bec de canne, du poivre, mais également du sel pour l'assaisonnement, de la feuille de brique, du beurre, du squash, de la patate douce, de la coriandre fraîche en botte, un œuf, du chouchine frais, du gingembre frais et des gousses de vanille. Pour commencer, nous allons tailler notre filet de bec de canne. Donc on enlève les petites nervures. Je vais tailler 3 morceaux identiques. Pour réaliser notre nem, donc il y a la patate douce, la coriandre et le gingembre. Donc pour commencer, éplucher la patate douce. Ensuite, on va la tailler en morceaux réguliers pour la cuisson avec le lait de coco. On va partir sur l'épluchage du gingembre. Et ensuite le taillage. Pour 3 nems, l'équivalent d'une cuillère à soupe de gingembre suffira. On va ciseler notre botte de coriandre pour aller dans notre nem de patates douces et gingembre. Même taille que le gingembre, bien fin. Qu'on mettra seulement quand tous les ingrédients sont cuits pour garder ce côté fraîcheur. Ok, on va passer ensuite donc à notre squash. Pour ceci, on a réalisé des fines tranches à l'aide d'une mandoline ou d'une trancheuse, un emporte-pièce, comme cela. Ça, on va s'en servir pour notre velouté de squash. On va passer aux chouchines maintenant. Voilà. Donc nous on va récupérer juste le verre, la feuille. Avec ce même emporte-pièce, je vais tailler une fine tranche de feuille qui nous servira de décoration pour cette assiette. Ok, nous voilà dans les cuisines. Du coup, on va passer à la cuisson des squash au lait de coco et à la vanille. Donc pour commencer, je vais mettre ma poêle à chauffer. Ensuite, donc, je vais gratter mes 2 gousses de vanille pour avoir le maximum de goût. Voilà. Donc on l'ouvre en deux. On récupère ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Ma poêle est chaude, je vais verser mon lait de coco dans ma poêle. Je vais pouvoir y mettre mes squash. Pas besoin que ça aille trop vite, au contraire. Et je vais pouvoir y mettre ma vanille. On va laisser confire dans le lait de coco, allez, 5-7 minutes de cuisson. Je vais les retourner pour que la cuisson soit bien uniforme sur chaque face. Donc, suite à notre taillage de squash tout à l'heure à l'extérieur, j'ai gardé mes parures de squash que j'ai lancées en cuisson pour obtenir un joli velouté bien lisse avec mon lait de coco et mon beurre. Donc pour obtenir mon velouté, j'ai laissé cuire mon squash, enfin mes parures de squash avec mon lait de coco. Ensuite, j'ai mixé ça dans un mixeur, donc mixeur qu'on a à la maison.
Ça permet d'obtenir quelque chose de lisse, donc que ce soit une purée ou un velouté. On peut obtenir selon la consistance en rajoutant notre liquide et notre ingrédient principal qui était le squash. Ok, on va passer à la cuisson du poisson. Toujours le bec de canne. Donc pour bien le griller, je vais prendre ma poêle, un petit filet d'huile d'olive. Voilà, l'important c'est que la poêle soit bien chaude pour ne pas accrocher. Notre poisson est déjà assaisonné à l'avance. 3 morceaux identiques pour une cuisson identique. Voilà, on entend ce petit bruit là, frémissement. C'est-à-dire que ma poêle est bien chaude, donc je vais pouvoir poser mon poisson. Ça, on va obtenir une belle croûte. Voilà. Une fois que la poêle est bien chaude, on va légèrement baisser le gaz. Donc là, je vais laisser dorer bien mon poisson correctement. Et pour une meilleure cuisson, on va passer à la vapeur. Voilà. Je vais retourner mon poisson pour qu'il dore aussi de ce côté-ci. Là, j'ai mis ma couscoussière à chauffer. Donc c'est une base d'eau. Hop. Voilà, donc mon poisson est bien marqué. Je vais le mettre dans ma couscoussière pour finir la cuisson à cœur. Et voilà. Ok, donc on va lancer nos patates douces en cuisson. Donc pour ceci, je vais mettre mes patates douces dans la casserole, y ajouter mon lait de coco. Voilà. Et on va laisser cuire 15 à 20 minutes pour que ceci soit bien cuit. Donc au bout de 15-20 minutes de cuisson, nos patates douces ont l'air bien cuites. Pour vérifier ceci, on va prendre un couteau et on va y planter notre couteau. Si celui-ci rentre facilement, c'est que ça veut dire que c'est bon. Ensuite, on va pouvoir égoutter nos patates douces, les laisser légèrement refroidir et les écraser avec notre gingembre et notre coriandre fraîche. Et c'est cet appareil qui va nous servir à rouler nos nems. Une fois qu'elles ont été refroidies pendant 10 bonnes minutes au froid, donc je vais les écraser avec ma fourchette. Voilà. Comme elles sont bien cuites, ça reste relativement facile. Voilà, une fois que j'ai quelque chose d'assez homogène, je vais pouvoir y ajouter mon sel et mon poivre. Mon gingembre et ma coriandre que j'avais haché finement. Donc là, on va attaquer notre feuille de brique. Pour ceci, je vais y récupérer juste le blanc. Voilà. J'ai mon pinceau, mon blanc neuf, ma feuille de brique et ma poche avec mon appareil de patates douces, gingembre, coriandre. Je vais délicatement le poser. Ensuite, on va rouler bien serré. Rabattre les deux côtés. Et là, je vais pouvoir y ajouter mon blanc d'œuf qui va permettre le lien à la cuisson dans la friteuse. Et voilà. Ok, on va partir sur la cuisson des nems de patates douces. Donc pour ceci, il va vous falloir une friteuse. Donc
Donc on vient y tremper dans le bain à 180 pendant 1 à 2 minutes. Voilà. Notre blanc d'œuf permet que ça maintienne la feuille de brique au maximum. Et le fait qu'on les ait bien serrés, ça change aussi la cuisson. On va juste attendre qu'il dore légèrement pour obtenir ce bon croustillant. Une fois la cuisson des nems terminée, je suis passé à mon dressage d'assiette. J'ai donc préalablement coupé mes nems en biseau. Donc c'est une question d'esthétique, après chacun son goût. Hein. Donc j'ai déposé mon squash, mon velouté, mon lait de coco, mes feuilles de chouchine délicatement. Et pour finir, mon poisson bien grillé à cuisson parfaite. J'ai ensuite ajouté mes gousses de vanille en décoration. Et pour finir, un brin de gingembre bien frais. Et je vous souhaite un bon appétit la bande. Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu nous reparles du bagne mais cette fois-ci sur la Grande Terre. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors effectivement aujourd'hui on va partir voir le Fort Terremba. Ah, je sens qu'on va faire un bond dans le passé, ça promet d'être intéressant. Comme toujours, alors pour parler de Terremba, on ne peut pas passer à côté de l'histoire du bagne, donc on va rappeler tout ça. Alors les premiers arrivés de Forçat, c'est le 9 mai 1864. 248 condamnés vont débarquer de l'Iphigénie. 2 ans plus tard, 2600 bagnards supplémentaires vont arriver. Alors, où vont-ils aller? Eh bien, ils vont d'abord être installés à l'île Nou, puis d'autres camps vont être créés, notamment à Bourail, Canala, le camp Brun, l'île des Pins et Prony. En 1885, eh bien, c'est tout simplement 9997 bagnards qui sont présents sur le territoire. Ah oui, donc ça représente quand même une population importante à l'époque en Calédonie. Effectivement, 1898, la Nouvelle-Calédonie compte près de 13 000 habitants d'origine pénale, soit un quart de la population totale. Alors dis-moi, quel était l'objectif de la colonisation pénale? Alors d'abord, l'objectif officiellement, c'était de peupler la colonie de la Nouvelle-Calédonie et de réhabiliter les condamnés. Alors comment ça va se passer ? À partir de 1869, l'administration va attribuer des terrains de 4 à 5 hectares aux concessionnaires pénaux, tout simplement pour qu'une fois la peine des condamnés terminée, cette terre leur appartienne. Alors, les condamnés devaient donc se réhabiliter par le travail. L'objectif était donc de créer bien des colonies de paysans. C'était en tout cas ce que voulait le gouverneur Guillain, donc des concessions étaient attribuées à l'origine aux meilleurs sujets à la fin de leur peine. D'accord, donc c'était comme un contrat entre l'administration pénitentiaire et les prisonniers. Est-ce que c'est resté comme ça ensuite? Eh bien non, les choses vont changer. À partir de 1878, eh bien l'accès aux concessions vont être étendus aux condamnés en cours de peine. À partir de 1882, sous l'impulsion du gouverneur Palu de la Barrière, eh bien tout ça va un peu changer. Celui-ci voulait en fait vider le bagne, donc le rythme d'octroi des concessions va s'accélérer fortement jusqu'à ce que les colons libres, eh bien mécontents de voir un peu que les bagnards profitaient un petit peu des mêmes avantages qu'eux, eh bien ils vont obtenir en 1886 une nouvelle réglementation. D'accord, mais dis-moi, d'après mes souvenirs, il y avait différents types de prisonniers. Est-ce Exactement. que tu peux nous en parler? Alors tout d'abord, il est important de rappeler, on fait toujours des rappels, 1852 à 1863, il y a plus de 100 000 condamnés au bagne, dans les bagnes coloniaux. Il faut rappeler que il y a plus que les plus importantes, que les plus importants bagnes sont la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, on l'a souligné, tu l'as souligné, parmi la population pénale, il y a des criminels de droit commun, il y a aussi des criminels ou délinquants multirécidivistes qu'on appelle les repris de justice, et il y a aussi les opposants politiques, donc les déportés de la commune de Paris. D'accord, et comment ça se passait au niveau des tâches qu'ils devaient effectuer? Eh bien, en fait, les bagnards étaient en fait employés aux travaux d'intérêt général de la colonisation. Donc à Nouméa, eh bien, on leur doit tout simplement le remblai du centre-ville. Ils ont aussi participé à l'exploitation de forêts, à l'ouverture de routes. Donc ils travaillaient aux constructions diverses et variées de l'administration pénitentiaire. Donc on leur doit des ports, des hôpitaux, de la construction de certains bâtiments, et ils vont être aussi employés aux intérêts privés. On en parlera tout de suite après. Donc il ne faut pas oublier que parmi ces condamnés, eh bien, il y avait à l'époque en France, ils étaient ouvriers, techniciens. Donc quand ils sont arrivés ici, ils étaient très utiles pour l'administration pénitentiaire parce qu'ils travaillaient dans les fonderies, dans les briqueteries, dans les imprimeries. Ils ont aussi travaillé dans les fours à chaud, voilà, donc des chantiers aussi navals, donc très utiles pour l'administration pénitentiaire. D'accord, donc on peut dire que leur présence a vraiment été profitable dans un sens, malgré le contexte de l'époque. Et j'ai entendu Camille parler des assignés. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors ça, c'est une création du gouverneur Guillain qui va créer les assignés en 1866. Alors, qui sont-ils? Ce sont des condamnés distingués par leur bonne conduite et donc qui vont être autorisés à travailler chez les particuliers. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, participer à des travaux chez des particuliers. En 1875, l'administration va passer des contrats avec les particuliers et aussi les exploitations de mines. Un petit exemple, la pénitentiaire va louer à un prix complètement dérisoire au mineur Higginson 300 forçats pour 20 ans. Et donc, ils étaient employés à la mine de Balade et de Pilou de 1878 à 1886. Et 65 forçats déportés politiques d'origine kabyle, eh bien, eux vont creuser aussi des mines, des galeries à la mine de Ao en 1901. Donc, c'est vers Ouégoa. D'accord. Et en ce qui concerne Terimba, alors pourquoi avoir construit un centre pénitentiaire là-bas? Eh bien, le mieux, Chloé, c'est qu'on aille chercher les réponses sur le terrain. Donc, je vous propose de regarder tout ça. Mathieu Le Barbier a suivi une visite. Regardez. Nous sommes donc au fort de Terimba, situé sur la commune de Moindou, et qui historiquement appartient à une région plus vaste, qu'on appelait à l'époque l'arrondissement d'Ouaraï. Ça, c'est une appellation donnée au moment de la colonisation. Mais cet ensemble-là porte également un nom encore plus ancien, c'est le pays de Chiri, qui regroupe les régions comprises, on va dire, de Ouatom jusqu'à Moindou-Moméa, en passant par Saraméa et Farino. Donc c'est là où était l'ensemble des clans appartenant à ce pays de Chiri. Le choix du site, c'est le résultat d'abord d'une reconnaissance qui est faite dès les années 68-69, qui se poursuivra en 1870. Alors qu'est-ce qu'on remarque d'intéressant sur le site et pourquoi avoir choisi? D'abord, nous sommes en bord de mer, à une époque où les liaisons se font par la voie maritime, puisque les routes n'existent pas encore. Et c'est le gouverneur Gaultier de la Richerie qui, en 1871, prend la décision de construire ici donc, ce pénitencier qui porte le nom de pénitencier de Terimba, et qui est destiné à accueillir bien évidemment des gens condamnés à la peine des travaux forcés, et à partir de ce point qu'est le pénitencier de Terimba, ouvrir des routes pour ensuite permettre une colonisation de la région, donc de ce fameux arrondissement d'Ouaraï, grâce à l'élément pénal, donc à la mise en concession des bagnards les plus méritants. Les premiers condamnés sont arrivés en 1864. Le point d'arrivée, c'est bien sûr l'île Nou, c'est là que se développe le pénitencier central, et puis ensuite, vont s'ouvrir d'autres pénitenciers à l'intérieur, en brousse, à commencer par celui de Bourail en 1867,
celui plus petit de Canala et quasiment dans le même temps celui de Terrain-Bas. L'ensemble des bâtiments, qu'ils soient militaires ou pénitentiaires, ont tous été construits à l'aide de la main-d'œuvre pénale. Et dans le cas de pénitenciers établis en brousse, bien souvent, justement, on sélectionnait au départ de Nouméa les condamnés ayant un certain nombre de compétences en matière de construction, donc menuisier, ferblantier, etc., maçon, tailleur de pierre, bien sûr. La principale des corvées concerne les routes, c'est l'ouverture des routes, donc direction. Alors à partir de Terrain-Bas, l'objectif c'est d'ouvrir des routes vers Bourail, donc pour relier le pénitencier de Bourail, l'ouverture de la route vers La Foix, puisque c'est là que va se développer la colonisation pénale, et l'ouverture de la route qui va permettre de relier également Canala. Donc sur l'ensemble du site, on a à peu près 200 à 300 condamnés, une trentaine de surveillants qui ont la possibilité de venir avec leurs femmes et leurs enfants. Et une petite garnison, ce qui veut dire qu'il y a effectivement des civils, par la présence donc, de ces femmes et de ces enfants, qu'il y aura même à un moment une toute petite école qui sera construite de façon très, très simple en torchis, bon, qui ne durera pas beaucoup qui ne durera pas longtemps parce qu'il n'y a pas suffisamment malgré tout d'enfants pour pouvoir maintenir une école. Mais voilà, donc c'est déjà un embryon de population mixte, pénale et civile. Initialement, on imaginait donner de la terre aux colons d'origine pénale tout autour du pénitencier, vraiment à proximité du pénitencier. On va vite se rendre compte qu'il y a un cruel manque d'eau douce, puisqu'il n'y a pas de criques et de rivières, et qu'il faut donc se déplacer jusqu'à La Foix pour retrouver donc suffisamment d'eau pour pouvoir y installer une population. Voilà, alors le développement de l'administration pénitentiaire sur la zone va se traduire par un besoin de terre de plus en plus important, alors pour l'administration pénitentiaire, mais également pour la colonisation libre. Et ce besoin de terre va aboutir à la création de commissions de délimitation chargées de définir ce qui sera en quelque sorte laissé au clan et ce qui sera pris pour cette colonisation, qu'elle soit libre ou pénale. Cette pression, les clans ont du mal à le supporter, à commencer par le chef Ataï, qui s'adresse un jour au gouverneur Ollery. Il vient ici à Terrain-Bas le rencontrer, et pour lui faire comprendre et faire passer le message, il vient avec un sac de terre, un sac de cailloux, et s'adresse au gouverneur en versant le premier sac de terre au pied du gouverneur et en disant « voilà ce que nous avions », puis versant le second sac, lui dit « voilà ce que vous nous laissez ». Bon, le message n'a pas été compris, ou on n'a pas voulu entendre. Toujours est-il que quelques jours, quelques semaines plus tard, c'était le déclenchement, le 26 juin 1878, de la grande insurrection de la région de La Foix. On va avoir ici un lieu de repli, d'une part pour toutes les personnes de la région, que ce soit des civils comme les condamnés. Donc ça va servir de lieu de refuge et ça va servir également de quartier général pour lancer la contre-offensive qui sera menée au tout début par le colonel Galipas-Bosque et par la suite, lorsque lui-même sera tué, c'est le commandant Rivière qui prendra la relève. Et c'est d'ailleurs le commandant Rivière qui prend la décision de fortifier, alors non seulement Terrain-Bas bien sûr, mais d'abord même le village de La Foix, où on va démarrer la construction d'un fort similaire à celui de Terrain-Bas. Donc à la fin de l'année 1880, on a deux forts dans la région, Terrain-Bas et La Foix. La politique de fortification, elle va même se poursuivre au-delà de ces deux endroits, puisque au total, on va recenser 17 forts construits sur cette même période à l'intérieur de l'ensemble de la colonie, qui s'échelonne depuis Boulou-Paris jusqu'à Yingen. D'accord, donc c'est en 1871 que le fort Terrain-Bas a vu le jour. Il s'agissait donc d'un fort militaire et pénitentiaire. Bien résumé, Chloé. Donc c'est d'ailleurs en fait ce besoin grandissant de terre, eh bien, pour y installer bien tout simplement les bagnards, les plus méritants, qui est à l'origine en fait en juin 1878, eh bien l'insurrection kanak menée par le grand chef Ataï. En effet, ça a d'ailleurs eu pour conséquence l'édification du fort militaire
militaire qu'on peut voir aujourd'hui. À ce sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est devenu le fort? Eh bien, aujourd'hui, c'est un centre d'interprétation du patrimoine pénitentiaire et militaire. D'accord, et qui c'est qui s'en occupe? Eh bien, c'est tout simplement l'association Marguerite qui anime et gère le site. Ils font d'ailleurs avec leurs partenaires institutionnels de nombreuses activités touristiques, culturelles, pédagogiques, socio-éducatives aussi. D'accord, et depuis quand est-ce que cette association a décidé de sauver ce monument de l'histoire calédonienne? Et depuis 1984 que l'association Marguerite a décidé de sauver ce patrimoine. En plus, elle obtient en 1989 son rachat par la commune de Moindou et son classement comme monument historique par la province sud. Et heureusement d'ailleurs qu'elle s'en occupe, puisque ça fait partie de notre héritage quand même. Alors tu disais au début qu'il y avait des activités pédagogiques. Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien parce que régulièrement au Fort Terremba, des classes viennent visiter le centre et donc du coup il y a un vrai circuit pédagogique pour ces enfants. D'accord. Et comment est-ce que l'association elle fait vivre le fort? Eh bien tout simplement, on le rappelle, une fois par an, il y a 180 figurants bénévoles qui animent le Fort Terremba avec un magnifique spectacle, son et lumière, donc une fois par an. Donc ça fait partie aussi des activités pour valoriser ce patrimoine. Effectivement, et c'est toute une organisation. Alors est-ce qu'il y a un parcours à suivre pendant la visite? Comment ça s'organise? Donc voilà, il y a deux parcours, on en a vu un petit peu dans le sujet. À l'intérieur du fort, il y a une exposition qui est consacrée au bagne et à l'insurrection de 1878 et à la sauvegarde du site aussi. Donc c'est une exposition qui est accessible à tous, un petit peu à partir de l'âge de 7 ans quand même. Oui. Et à l'extérieur du fort, il y a un circuit balisé qui permet de comprendre comment était organisé cet ancien centre pénitentiaire. Super. Et puis alors en parlant du fort, tu nous as dit que l'histoire du fort est indissociable de l'histoire du bagne. Je sais qu'il y a un projet d'un musée du bagne. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement, c'est un projet qui est mené par l'association Témoignages d'un passé qui depuis 1996 a constitué une exposition permanente à l'ancienne boulangerie Guillain à Nouville où on peut voir comment s'est mis en place tout simplement la vie du pénitencier dépôt de Nouville et raconter, on peut voir les différentes histoires d'hommes et de femmes. Et donc aujourd'hui, leur projet, c'est tout simplement de construire un musée du bagne. Donc c'est toujours en négociation avec la province sud, donc affaire à suivre. D'accord, oui, affaire à suivre, tu nous en reparleras. Bien sûr, naturellement. Merci beaucoup pour ces infos, Camille. Merci Chloé, à bientôt. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain.